« 1799. Les frontières de la France ressemblent à ça. Le 9 novembre de cette année-là, Napoléon Bonaparte s'empare du pouvoir. Et 13 ans plus tard, le territoire français, c'est ça. Un empire à son apogée, plus de 3 fois plus étendu. Pour en arriver là, Napoléon a mené de multiples campagnes militaires et remporté beaucoup de batailles. Sur les 86 qu'il a livrées en personne, il en a remporté 77 et perdu seulement 9. Soit un taux de victoire de 90%. Alors, comment peut-on expliquer de tels succès ? Et ces succès ont-ils vraiment servi à quelque chose ? Pour commencer, voyons déjà à quoi ressemble l'une de ces grandes victoires militaires. Ulm, 1805. Les Russes et les Autrichiens ont déclaré la guerre à la France. Le chef de l'armée autrichienne, le général Mack, attend les Français ici, à la sortie de la Forêt-Noire. Et c'est logique, c'est la route habituelle pour se rendre à Ulm depuis la France. Mais Napoléon veut créer la surprise. Pour faire croire aux Autrichiens qu'il arrive bien par ici, il envoie la réserve de cavalerie faire diversion. Pendant ce temps-là, le gros des troupes contourne la Forêt-Noire à toute allure par le nord. Résultat, les Autrichiens sont bernés, encerclés, contraints à se retrancher dans la ville d'Ulm et finissent par capituler. Napoléon remporte la victoire et ce n'est ni la première ni la dernière. Vu comme ça, gagner des batailles, ça paraît presque facile. Mais la réalité est plus complexe. Parce que ces victoires ne sont pas dues au hasard. Elles résultent d'une organisation précise, qu'on peut résumer en 3 grandes idées. Alors, quels sont les secrets de ces succès ? D'abord, Napoléon a une connaissance encyclopédique de l'art de la guerre. Sa culture militaire est le fruit de très nombreuses lectures. La guerre des Gaules, de Jules César, L'art de la guerre, de Machiavel, L'essai général de tactique, de Guibert. Il a lu les récits des historiens et des tacticiens du passé, comme de ses contemporains. Et ce large corpus lui sert d'inspiration dans ses propres manœuvres. Mais ses connaissances ne sont pas seulement théoriques. À la différence des monarques qu'il affronte, Napoléon est un militaire de carrière. Il a été formé à tous les grades. Cadet gentilhomme à l'école militaire, artilleur, lieutenant, lieutenant-colonel, capitaine, chef de bataillon, général de brigade, général de division, général en chef. Il ne reste plus qu'à mettre en application sur le champ de bataille ses bagages théoriques et pratiques. Et cela commence par une étude particulièrement minutieuse du terrain où il se bat. Napoléon s'entoure d'ingénieurs géographes qui lui fournissent des cartes détaillées. Il passe des heures à les étudier, compas à la main pour calculer les distances. C'est sur ces cartes qu'il prend connaissance du terrain et élabore ses stratégies, comme par exemple repérer un fleuve, une forêt et déterminer les trajectoires et les objectifs précis de ses troupes. Il se sert aussi de ses espions, qui l'informent sur les forces de ses adversaires et leur position. À Ulm, l'espion Charles-Louis Schulmester est chargé de semer la confusion dans l'armée autrichienne. Il diffuse de fausses informations sur les forces françaises à l'aide de documents falsifiés. Parallèlement, il renseigne Napoléon sur les effectifs adverses. Mais les succès militaires de l'empereur ne résident pas seulement dans cette guerre savante. Sa force, c'est aussi l'organisation de son armée. Elle s'appuie sur un concept essentiel, le corps d'armée. En 1805, il y en a 7. 7 unités autonomes, chacune sous le commandement d'un maréchal. S'y ajoute la réserve de cavalerie et la garde impériale, sorte de troupe d'élite. Chaque corps d'armée comprend à son tour 3 ou 4 divisions,
dirigées par des généraux, une de cavalerie et 2 ou 3 d'infanterie, avec leur artillerie. Une artillerie qui, à l'époque, est la meilleure d'Europe. Les canons sont standardisés, ils sont plus faciles à entretenir et plus légers à transporter. C'est le système Gribeauval, hérité de l'Ancien Régime. Et puis les troupes transportent peu de bagages. Leur équipement léger leur permet de marcher jusqu'à 40 km par jour. Ils bivouaquent à la Belle Étoile pour ne pas perdre de temps. Avec tout ça, les corps d'armée napoléoniens sont beaucoup plus mobiles que les troupes adverses. Et c'est grâce à ce mode de fonctionnement qu'ils prennent l'avantage à Ulm. Les corps d'armée se déploient rapidement pour encercler l'adversaire, chacun sur une trajectoire précise. C'est la manœuvre d'enveloppement. Et si cela fonctionne aussi bien, c'est que les ordres ne viennent que d'un seul homme, Napoléon. Ses maréchaux, ses généraux ne font qu'exécuter. Alors, une connaissance stratégique, c'est bien. Une armée au service de sa stratégie, c'est encore mieux. Mais que serait un chef sans ses soldats ? Et des soldats motivés ? Pour recruter en masse, Napoléon a une astuce. La loi Jourdan de 1798. Elle instaure une conscription universelle et obligatoire. Autrement dit, tous les Français depuis l'âge de 20 ans accompli jusqu'à celui des 25 ans révolus sont tenus de défendre la patrie quand ils sont tirés au sort pour partir à la guerre. Cette loi donne à Napoléon un gigantesque réservoir humain. En tout, 2,5 millions de soldats sont appelés sous les drapeaux en l'espace d'une décennie. C'est la plus grande armée d'Europe. Et Napoléon ne s'arrête pas là. Il impose la conscription en territoire conquis. En Belgique, en Italie, en Allemagne et en Hollande. Au total, près d'1 million de soldats étrangers rejoignent les troupes françaises. Une armée nombreuse, donc, est galvanisée par son chef. Pour rallier les populations à sa cause, Napoléon manipule l'opinion publique. Il censure la presse et crée ses propres journaux de propagande. On y vante la bravoure des soldats et la grandeur du chef. Napoléon vole comme l'éclair et frappe comme la foudre. Le plus célèbre, c'est le Bulletin de la Grande Armée, créé en 1805. Il est lu sur les places publiques, dans les églises, les lycées et dans les foyers. Avec la propagande, Napoléon renforce le sentiment patriotique. On se bat pour la nation. Mais on se bat aussi pour la gloire, une notion distillée dans tous les discours. Elle n'est plus seulement réservée aux chefs et à la noblesse. On vit et on meurt pour la gloire, désormais à tous les étages. En découlent notamment des décorations. La plus connue, c'est la Légion d'honneur. Mais les succès de ce système ne durent qu'un temps. À partir de 1812, l'Empire napoléonien amorce son déclin. Une des raisons à cela, c'est que les campagnes militaires n'aboutissent pas à des victoires politiques durables. Même quand elle est négociée, la paix ne dure jamais longtemps. En 1805, par exemple, après les victoires à Ulm et Austerlitz, la France et l'Autriche concluent un traité de paix. Les Autrichiens cèdent une partie de leur territoire, mais déjà, ils rêvent de revanche. La paix ne dure que 4 ans. En 1809, l'Autriche déclare à nouveau la guerre à Napoléon. Résultat, ces conflits incessants épuisent l'Europe. Dans les rangs français, les combats font près d'1 million de morts au total, et près d'1,5 million dans le reste de l'Europe. Et puis, la guerre coûte cher. De 1802 à 1814, parmi les dépenses de l'État, 60 à 80% sont consacrés au secteur militaire, soit un total de 7 milliards de francs en 12 ans. Dans cette somme, 3 milliards de francs servent directement à financer les campagnes napoléoniennes. Plus de la moitié de ces 3 milliards est assumée par l'État français. Le reste